And again, please, Rebecca. Merci Liam d'avoir lancé la réunion. Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre 5e événement dans la série fêtant notre 25e anniversaire. Considérons l'avenir du fédéralisme. Comme vous savez peut-être, notre forum a été fondé en 2000 après une conférence internationale majeure organisée par le Premier ministre du Canada à l'époque et aussi un représentant du Mexique. Nous avions espéré fêter 20 années du forum avec un événement en personne, mais cela a été interrompu par la pandémie de la COVID-19. Donc, dans ce contexte, nous avons décidé d'organiser cette discussion en panel. Nous avons plusieurs panélistes avec nous qui représentent le Canada, l'Inde, l'Éthiopie et l'Allemagne. Et nous avons aujourd'hui avec nous des pratiquants qui vont partager avec nous leur point de vue sur comment la pandémie de la COVID-19 a transformé la nature même du fédéralisme, si elle l'a fait. Donc, je vais présenter Sabine Kropp, qui va être notre modératrice pour la séance d'aujourd'hui. Sabine est professeure à l'Université libre de Berlin et elle est collaboratrice préférée du forum. Je tiens aussi à accueillir Madame Louise Baird, Defega Tolosa, Hans Haussmann et Pinaki Chakrabarti de nous avoir accordé du temps pour cet événement d'aujourd'hui. J'espère que la discussion va être passionnante et j'invite le public de poser des questions à nos panélistes en se servant de la boîte à discussion. Et à la fin de l'événement, nous aurons du temps pour répondre à vos questions. À vous, Sabine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rupak, pour cette présentation. Moi aussi, je vous accueille à ce webinaire. Nous sommes tous d'accord que le fédéralisme a joué un rôle important dans la lutte contre la pandémie, mais la pandémie a aussi un impact sur les perceptions du fédéralisme et sur l'avenir des pays fédéraux. Est-ce que ces pays vont pouvoir répondre dans leur politique tout en respectant les mesures prises au niveau local? Le fédéralisme est souvent loué comme une structure politique qui permet l'apprentissage et l'expérimentation. Cela donne aux fédérations des outils pour faire face à des problèmes d'envergure. Aujourd'hui, les États, les fédérations sont à l'épreuve parce qu'ils font face aux conséquences fiscales et budgétaires de la pandémie. Donc, la question générale que nous allons essayer de traiter aujourd'hui est quelles sont les leçons que nous pouvons prendre de la pandémie et comment est-ce que les fédérations peuvent devenir plus robustes et plus adaptables à l'avenir. Avant de présenter nos panélistes, je vais expliquer les règles pour nos discussions d'aujourd'hui. Donc, pendant la première partie de cet événement, nous allons avoir 2 tours de table où je vais poser des questions à nos panélistes. Chaque intervenant va avoir environ 5 minutes pour répondre aux questions. Dans la première partie, qui va comprendre ces 2 tours de questions, va durer pendant environ 40-45 minutes. Après cette première partie, je vais ouvrir la parole au public pour 45 minutes de questions. Donc, vous pouvez utiliser la boîte à discussion sur YouTube ou sur Facebook pour poser des questions. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions pendant la discussion en panel. Le forum a hâte de recevoir vos commentaires. J'ai le plaisir de présenter nos panélistes qui vont nous parler aujourd'hui de l'avenir du fédéralisme. Ils viennent des pays bien divers, avec des modèles de gouvernance divers, et cela va nous permettre de
de penser de ce défi d'un point de vue holistique. J'accueille Louise Baird, qui est la sous-ministre adjointe pour les affaires intergouvernementales pour le conseil privé du gouvernement du Canada. In the government, she worked at Avant d'intégrer le gouvernement canadien, elle a travaillé au secrétariat d'une agence centrale du Canada. Elle a aussi travaillé pendant plusieurs années dans le département de l'industrie du gouvernement fédéral du Canada. Notre deuxième intervenant est Degafa Tolosa, un professeur de la géographie et du développement à la faculté des études de développement à Addis Abeba. Il est l'auteur de plusieurs œuvres et de beaucoup d'articles dans des journaux locaux et a number of awards, grants, and fellowships. nationaux. Et il a déjà reçu plusieurs prix et bourses. Troisièmement, nous avons Hans Hoffmann, qui est le directeur général du ministère And community in the federal government. de l'Intérieur, de la construction et de la communauté au sein du gouvernement fédéral de l'Allemagne. Il est aussi professeur à temps partiel à la faculté de droit à l'université Humboldt de Berlin. Il a occupé plusieurs postes au sein du service public, y compris le directeur général de la chancellerie fédérale. Et j'accueille aussi Pinaki Chakraborty, le directeur de l'Institut national Policy in New Delhi. finances publiques et de la politique à New Delhi. Avant d'occuper ce poste, il était le chef de la politique sociale et du bureau local de Chakraborty has critical l'UNICEF domain knowledge of the public finances là et à Tamil Nadu. Il a une connaissance approfondie des finances and publiques, has served des on the gouvernements nationaux et étatiques de l'Inde, et il a aussi fait partie des comités consultatifs de plusieurs institutions de recherche en Inde. Donc, and bien I would like to à vous toutes et tous. J'aimerais commencer avec une question d'ordre plutôt général pour tous nos panélistes. Dans le contexte de votre pays, comment est-ce que la crise de la COVID va-t-elle impacter la pratique du fédéralisme? Et plus précisément, est-ce que vous avez déjà vu un changement dans la fonction de la fédération, du fédéralisme? Et à l'avenir, qu'est-ce que nous devrions nous attendre à voir comme résultat de cette crise? Donc, Madame Baird, comment est-ce que vous résumeriez l'expérience canadienne dans ce contexte? Merci beaucoup. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. So in the Canadian context, I'd say the Dans le pandemic contexte canadien, je dirais que la pandémie a amplifié le rôle et l'importance des relations intergouvernementales au sein du fédéralisme canadien. first minister Avant la pandémie de la COVID, les réunions des premiers ministres, c'est le premier ministre national et les premiers ministres des provinces et des territoires, ces réunions se tenaient environ une fois par an. Depuis the global pandemic was announced. 2020, quand la pandémie mondiale s'est déclarée, 31 de ces réunions ont été organisées. Donc voilà, c'est déjà un indice fort du niveau de collaboration que nous avons constaté pendant la pandémie. Le Premier ministre et les premiers ministres des provinces et des territoires ont collaboré à un niveau sans précédent et cet engagement a lieu à plusieurs niveaux. Au-delà des premiers ministres des territoires et des provinces, les sous-ministres de beaucoup de départements tels que la santé et la sécurité se sont réunis fréquemment pendant la pandémie. Et même si le gouvernement fédéral a joué un rôle plus important dans certains domaines, en général, la réponse à la COVID Responsibilities. a été organisée dans le cadre de la division des responsabilités dans la Constitution. Nous pouvons prendre l'implémentation du vaccin comme exemple, étant donné la demande au niveau mondial, la négociation des contrats et la coordination de l'achat Is not its typical role. The federal government de ces vaccins a été organisé par le gouvernement fédéral, même si ce n'est pas le rôle typique du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a utilisé son pouvoir d'achat pour acheter des vaccins pour tout le pays et a demandé aux to the forces armées provinces and du Canada de se charger de la distribution de ces vaccins. Les provinces qui ont la responsabilité principale de la santé ont organisé la distribution de ces vaccins au sein de leur juridiction et puis au niveau local, territories to get people les municipalités ont organisé les dispensaires de vaccination et ont organisé la population pour venir se faire vacciner.
La responsabilité vaccine rollout. Canada has one of coordination du gouvernement fédéral a assuré la réussite de la mise en œuvre du vaccin. Le Canada a un des taux de vaccination les plus élevés au monde. Le gouvernement fédéral purchase and distribution a of aussi personal protective géré l'achat et la distribution de l'EPI, de l'équipement de protection personnelle. Mais typiquement, la Fédération canadienne, c'est une structure vraiment décentralisée. L'année dernière, quand les provinces ont commencé à gérer l'état d'urgence de leur propre façon, elles ont pu mettre en œuvre des interdictions de voyager, des mandats d'isolation et d'autres mesures pour lutter contre la pandémie. À cette époque-là, il y avait beaucoup de pression dans les médias pour demander au gouvernement fédéral d'agir. Mais la loi sur les for declaring a public welfare emergency under the act. c'est une mesure de dernier lieu. Donc, avant de lancer cette structure, il faut garantir qu'il y a certaines conditions en place. Be addressed adequately. Tout en particulier, l'urgence doit être au-delà de la capacité des provinces de gérer. Cette loi exige que le gouvernement fédéral organise une concertation avec les provinces et avec les territoires avant de déclarer un état d'urgence. Et quand cette concertation a été organisée avec les premiers ministres de toutes les provinces et tous les territoires, on était d'accord qu'il n'y avait pas de besoin de déclarer un état d'urgence au niveau fédéral. Les premiers ministres des provinces et des territoires se sont appuyés sur les lois existantes Approach of cooperative federalism and supporting pour répondre à la COVID-19. Nous avons déployé une stratégie de fédéralisme coopératif pour soutenir les provinces dans leur lutte contre la pandémie. Nous avons vu cela aussi dans le fait que le gouvernement fédéral a offert ce qu'on a appelé un soutien d'urgence pour suivre les contacts et organiser le dépistage et aider les provinces et les territoires à faire cela et à remplir leurs responsabilités particulières. Nous avons aussi beaucoup de réponses régionales à la pandémie de la COVID. Vous savez que le Canada est un pays vaste au niveau géographique et le virus a touché de différentes régions du pays de façon différente. Donc, les réponses aussi ont été différentes. Dans l'Est, dans les sort of banded together and created a bit of a bubble around l'Atlantique, par exemple, on a créé une bulle qui a compris beaucoup de provinces en même temps et on a limité l'accès à cette bulle par des personnes venant des autres provinces et ces provinces ont décidé de gérer la pandémie de façon collective. Les provinces et les territoires ont aussi montré la solidarité en créant un conseil de la fédération composé des 13 premiers ministres des provinces et des territoires. Et cet organisme s'est réuni fréquemment au cours des 13 derniers mois et ils ont partagé de l'EP. was more in need and another one had surplus. Quand Or il y they avait une province qui en avait besoin, il y avait un autre qui en avait un excédent et ils ont envoyé des experts médicaux d'une province à une autre quand on avait besoin de cette expertise. Les Canadiens s'attendaient à ce niveau de coopération face à une crise de santé publique. La COVID-19 a exigé beaucoup d'adaptation, mais elle n'a pas changé la fédération de façon fondamentale. Donc, change. I expected a higher level of est-ce que les choses vont évoluer? Je m'attends à ce qu'un niveau élevé de coopération va en rester en place pendant les années à venir, mais je pense que nous sommes aussi conscients du fait qu'il y a certaines tensions politiques qui vont émerger quand les gouvernements des provinces ne sont plus réunis dans leur réponse à une telle crise extérieure. Donc, peut-être certaines provinces last 15 vont months. arrêter de travailler main dans la main avec le gouvernement fédéral comme elles ont fait au cours des mois récents. Je pense que beaucoup de ces Certainly need organismes to qui look se to maintain réunissent plus fréquemment vont continuer à le faire et j'espère que nous allons pouvoir maintenir ce niveau d'engagement entre les niveaux différents du gouvernement, surtout sur des questions de politique sociale qui vont avoir besoin de notre attention dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup, Louise. Donc, professeur Degefa, en Éthiopie, vous faites face à beaucoup de défis en même temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment la COVID a changé le système éthiopien? Et si le système a été changé, quels sont les changements que vous pensez que vous allez voir à l'avenir? Merci, Sabine. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir donné cette occasion
participé à la série de dialogues aujourd'hui au nom de son Excellence Adam Farah, président de la Fédération de la République fédérale d'Éthiopie, qui n'a pu être là ici à cause d'un autre engagement. Il s'excuse auprès des organisateurs, mais je voudrais souligner le point de vue que je présente. Comme vous savez, les gouvernements éthiopiens à deux niveaux de gouvernement, les niveaux fédéral et les États régionaux. Il y a 10 États régionaux qui constituent la fédération. Et il est aussi important de mentionner que le nombre d'États à la République fédérale d'Éthiopie jouissent d'un même statut à tous les niveaux du gouvernement. Après avoir identifié le premier cas de la COVID en mars de 2020, le gouvernement éthiopien a répondu à la pandémie de manière organisée en établissant des stratégies de guérison. Les gouvernements ont pris quelques mesures de précaution pour enrayer la diffusion du virus. Au niveau fédéral, une équipe de travail ministérielle qui a été dirigée par le vice-premier ministre a été formée. Il y a eu des pressions qui ont été exercées pour éviter les effets de la pandémie au niveau local. Il y a eu une équipe de travail régionale pour éviter les effets de la COVID. Les ministres et les régions ont eu des responsabilités spéciales dans le domaine de la prévention et pour effectuer des mesures de guérison contre la COVID-19. Chaque État a un comité spécial de travail pour la prévention et il y a eu aussi l'établissement des équipes de travail spéciales jusqu'au niveau de la communauté. La COVID-19 a eu beaucoup d'impacts sociaux et politiques et sur la santé, mais la façon dont les gouvernements fédéraux et les États régionaux a aidé la société a également développé quelques stratégies d'adaptation contre la COVID-19. Il y a eu des changements au style de vie dans les domaines ruraux et urbains. Pour voir l'impact sur la santé, à peu près 261 cas ont été dénombrés, dont plus de 4. Il y a eu plus de 206 000 cas. Et il reste un nombre important de cas de coronavirus actifs, selon le ministère de la Santé en Éthiopie. L'impact économique au niveau macro a été immense. Les lignes aériennes éthiopiennes ont arrêté partiellement ces opérations. Les flux de tourisme s'est pratiquement arrêté. Quelques industries de manufacture ont dû fermer. Le gouvernement n'a pas mis en œuvre le confinement complet. Les écoles et les universités ont été fermées. La plupart des fonctionnaires civils sont restés à la maison
Et ceux qui travaillent dans l'artisanat ont été très frappés par la crise de la COVID. Euh, la période de la COVID a été une période d'économie perdue. La COVID-19 a affecté de manière négative la capacité de générer des revenus au niveau fédéral et au niveau régional. Plusieurs relations formales, relations sociales formelles et informelles ont été arrêtées. Les mariages, les festivals ont été affectés et l'Éthiopie a dû ajourner les élections générales plus d'un an, qui a été un point de dispute entre les gouvernements et les différents partis politiques. De façon semblable, plusieurs activités ayant trait aux relations gouvernementales ont été ajournées à d'autres dates, ont dû se ralentir. Et le système fédéral a été affecté de façon directe ou indirecte. Par conséquent, la COVID-19 a affecté le fonctionnement du gouvernement fédéral et des États régionaux. Il y a eu deux scénarios avec COVID-19 et sans COVID-19. Comme résultat, on peut dire que on s'attend à plusieurs changements si la crise de la COVID-19 s'achève bientôt. Et avec ça, je vous repasse la parole. Merci de ces apports. Le fédéralisme allemand a été critiqué pour un mélange de mesures improvisées. Est-ce que vous pourriez nous dire comment le fédéralisme en Allemagne va se développer à l'avenir? Il faut que vous allumiez votre micro. C'est maintenant, ça va mieux maintenant? Merci de m'avoir invité. Je vais passer à l'allemand. La pandémie a été un énorme problème de par le monde, en Allemagne aussi, et pour le fédéralisme allemand. Notre système est tel que, surtout à l'heure de nous protéger contre les menaces, les Länder, les États allemands ont l'occasion de le faire. Les Länder ont été responsables de réponses locaux et le gouvernement fédéral est intervenu tôt pour promulguer, pour modifier la loi pertinente en accordant aux gouvernements locaux des autorités. La situation de pandémie a dû être déclarée au niveau central pour accorder plus de possibilités aux États régionaux, les Länder. Il y a eu une certaine restriction de liberté en Allemagne. Les vols et les courriers ont été limités, parfois fermés. Les universités et les écoles ont travaillé de façon distancielle. Parfois, elles ont été complètement fermées. Il y a eu un déficit pour les éducations éducatives. Ceci dit, il y a eu des universités qui ont continué à fonctionner, mais fondamentalement, plusieurs élèves et plusieurs ont dû faire face à des restrictions importantes, ce qui a affecté l'économie de l'Allemagne, qui a encouru un déficit et qui a produit une récession. La réglementation était telle que 30% des employés aux entreprises allemandes travaillaient de façon distancielle
chez eux, mais plusieurs entreprises de commerce ont dû fermer. Avec le passage du temps, certaines ont pu rouvrir, mais seulement en respectant des strictes mesures d'hygiène. On pourrait dire que le système fédéral est passé par une rude épreuve. La conclusion est qu'on a surmonté cette épreuve. On a été reçu à l'examen, mais il y a certaines leçons qui ont été apprises. Donc, je suis reconnaissant de cet événement qui nous permet de comparer notre système à d'autres systèmes fédéraux. Le système juridique allemand est quelque peu compliqué. Les gouvernements fédéraux stipulent les règlements mais qui doivent être mis en œuvre par les États fédéraux. Le rapiessage était la caractéristique saillante de la réponse des Länder à la pandémie. Mais rapiessage, solution improvisée, que veut dire cela? Ça veut dire qu'il y a eu certains endroits avec une haute incidence d'infection et donc il y a des différences. Il y a des endroits avec une haute proportion des cas d'infection, de contamination. Et donc, la réponse est différente aux endroits où il y a moins de contamination. Donc, ce terme solution improvisée de rapiessage représente une solution positive. Cette année, au printemps, on a eu un processus de coordination avec les Länder, ce qui a créé d'autres problèmes. Donc, on a ce système fédéral. Il y avait un point d'enclenchement à partir duquel les restrictions entreraient en vigueur. Si vous étiez au-dessous de cette marge, de ce point d'enclenchement, l'état d'urgence serait désactivé. Le deuxième aspect de ce système voulait dire qu'il y aurait une norme auto-exécutoire qui serait mise en place. Et les restrictions seraient mises en œuvre en vertu de la loi. Il y avait parfois une distinction qui a été signalée. Cette différence entre les États a mené à une diminution des cas de transmission. Cette règle existe en Allemagne depuis 5 semaines et on espère pouvoir faire face de manière réussie à la troisième incidence. Il y a certaines qui ont dit qu'on pourrait mettre sur pied certains comités spéciaux et c'est le cas en Allemagne. On a un cabinet spécial qu'on appelle le cabinet Corona en Allemagne, ce qui est un corps spécial du gouvernement fédéral qui se réunit avec tous les ministres qui ont des compétences dans ce domaine. Et ce comité s'est réuni et a pris des décisions et le Bundestag a pris des décisions qui ont été mises en œuvre par les gouvernements des États. Il y a aussi une conférence des ministres qui est une conférence de coordination pour les 16 chefs d'État, pour le chancelier fédéral et les 16 ministres. Cette conférence s'est réunie plusieurs fois par an, normalement 2 fois par an, mais pendant la pandémie actuelle, il y a eu 28 réunions en 14 mois. Ils ont parlé de la situation dans chaque État allemand et dans chaque région. Ils ont parlé du rôle du gouvernement fédéral et les mesures qu'il fallait prendre. Ce système, ce comité n'est pas stipulé
par la loi allemande. C'est une instance coordinatrice informelle. C'est très intéressant pour la science parce que cette fonction de coordination peut mener à des décisions. Il y a eu des décisions qui ont été prises par consensus entre les 16 États sur la mise en œuvre des mesures fédérales et il y a certaines possibilités d'amélioration. On peut voir clairement. Dernier point, je voudrais parler d'un autre comité qui est la conférence des ministres de santé, qui est les miroirs des chefs d'État. Mais là, il s'agit uniquement de la santé. Les ministres de santé se sont réunis très souvent et ils ont fait un effort pour coordonner leurs analyses et leurs ordonnances également. Donc, en conclusion, je conclus que oui, le fédéralisme est le meilleur système pour répondre aux différentes situations géographiques. Pour répondre à ces situations, le fédéralisme a la flexibilité nécessaire et la capacité de mettre en œuvre des solutions sur mesure avec le principe de la proportionnalité. Mais quand ça ne marche pas de façon optimale, il y a aussi besoin d'amélioration. C'est la tâche à laquelle nous devons nous atteler tous et je vous repasse la parole. Oui, merci de nous avoir expliqué la situation en certains d'entre vous ont dit que la coordination a été renforcée au sein de ces systèmes fédéraux pendant la pandémie, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, en considérant le cas de l'Inde, est-ce que nous avons observé les tendances semblables au sein du fédéralisme indien? Monsieur Chakraborty, est-ce que vous pouvez nous... Oui, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce panel. Merci, Rupak. Merci au Forum des fédérations. J'ai 3 points spécifiques à faire. Je pense que le rôle du fédéralisme avec une autonomie fiscale appropriée, c'est un des outils les plus efficaces pour lutter contre la pandémie. Nous avons vu cela dans de grandes fédérations établies et aussi, nous avons vu une réponse très efficace dans les pays émergents qui sont aussi des fédérations. Et ce n'est pas un mystère pourquoi la livraison des services publics est toujours décentralisée, même dans des pays avec des systèmes unitaires. La pandémie a souligné ce problème. Dans un système fédéral qui fonctionne, on peut rapidement atteindre les personnes qui ont besoin de l'aide. Nous avons vu cela dans beaucoup de contextes différents, au niveau local. En Inde, pendant la première et la deuxième vague de la pandémie, les gouvernements sous-nationaux et les gouvernements locaux développer beaucoup de bonnes pratiques pour répondre à la pandémie. Et dans une situation normale, on n'aurait jamais pensé qu'un gouvernement sous-national sans autonomie fiscale serait capable de répondre de manière aussi efficace. En Inde, la santé, c'est la responsabilité de l'État. 2/3 des dépenses sur la santé publique vient des États. Et au niveau des dépenses publiques nationales, il y a beaucoup de niveaux différents qui s'impliquent, mais le rôle des gouvernements sous-nationaux est très important dans ce contexte. Et ce rôle est devenu encore plus important pendant la pandémie. Et cette tendance va continuer même après la pandémie. Donc, à l'avenir, je suis convaincu que le système et les institutions fédéraux vont jouer un rôle plus important avec 3 éléments clés. Tout d'abord, pendant la pandémie,
essayer d'empêcher la propagation du virus. Deuxièmement, on a fourni beaucoup de soutien aux, aux citoyens et ce genre de soutien est beaucoup plus efficace quand il est géré au niveau des États fédérés, par exemple. Et aussi, les systèmes de santé au niveau sous-national vont être renforcés et les soins de santé fournis par les gouvernements locaux et par cela, je ne veux pas dire les États fédérés, ce sont des grands endettés qui dépensent 58% des dépenses gouvernementales totales sur la santé, mais ce sont les gouvernements locaux qui comprennent les municipalités et les gouvernements locaux ruraux qui ont joué un rôle essentiel dans la gestion de la santé publique. Et ce rôle va continuer dans son importance et va devenir encore plus critique. Et si nous considérons la Commission de la finance de l'Inde, c'est un organisme constitutionnel qui a mis l'accent sur l'importance des relations entre l'État et les gouvernements locaux dans l'amélioration du système de la santé publique. Donc, à l'avenir, je pense que les nationales, même en dessous des États fédérés, vont jouer un rôle plus important. Ces unités sous-nationales vont jouer un rôle majeur. Donc, je pense qu'il y a aussi un besoin pour plus d'autonomie fiscale pour ces entités-là. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est la question des mesures de stimulus économique pour relancer l'économie après la pandémie. En Inde, comme ailleurs, c'est le gouvernement national qui organise ces paiements de soutien, mais les gouvernements nationaux sont les entités qui vont livrer les fonds déterminés au niveau national. Et le rôle de ces entités nationales est très important. Et l'économie se rétrécit, donc les ressources, nous n'avons plus les mêmes ressources que nous n'avions dans le passé. Et dans ce contexte, je pense qu'on a beaucoup utilisé les emprunts pour établir un espace fiscal pour les gouvernements sous-nationaux de s'attaquer à la pandémie. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Cette question de coordination des solutions régionales est très sensible. Quand nous considérons le rôle des gouvernements nationaux et fédéraux, le rôle de soutenir les budgets des entités sous-nationales, est-ce que cela a placé le décor pour plus de centralisation ou est-ce que ce n'est qu'une solution temporaire? Et qu'est-ce que cela veut dire pour le fédéralisme dans votre pays, le fédéralisme budgétaire? Pendant ce deuxième tour de questions, nous aurons les mêmes panélistes. Donc, je demande à Madame Baird de nous expliquer de son point de vue d'une fédération très décentralisée, c'est quoi votre expérience avec les tendances de centralisation pendant et peut-être après la pandémie? Merci pour la question. Jusqu'ici, nous avons déjà beaucoup parlé de la coopération, donc je vais continuer avec cette thématique, mais je veux faire la distinction entre la coopération et la centralisation. La nature temporaire des mesures de coopération dans cet état d'urgence ne représente pas un essor de la centralisation. Non. L'assistance financière fédérale qui a été fournie en concertation avec les provinces et les territoires, et même avec les municipalités. Ce plan de relance est aussi limité dans le temps. Le gouvernement fédéral, oui, c'est un prêteur de dernier recours et a fourni des programmes de soutien des revenus. Et cela ne fait pas normalement partie des responsabilités du gouvernement fédéral, mais ces programmes ont aidé les provinces et les territoires de prendre des décisions difficiles. La pandémie, par exemple, la décision de clore certains secteurs de l'économie. Ça a aidé aussi les municipalités de continuer à financer les systèmes de transport en commun
dont les revenus étaient en mais les systèmes de transport en commun étaient toujours une nécessité pour le public. Donc, le gouvernement fédéral a soutenu ces systèmes pour les maintenir. Un des meilleurs exemples de cette coordination est un accord établi l'été dernier. C'était un accord sur la relance sécurisée. C'était un accord entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Les provinces s'attendent normalement à des transferts sans condition des fonds du gouvernement fédéral vers les provinces pour une priorité spécifique. Donc, on a négocié ces transferts et en fin de compte, les premiers ministres des provinces et des territoires, lors de leurs réunions régulières, ont décidé un investissement de 19 milliards de dollars d'investissement fédéral sur une période de 6 à 8 mois pour aider les provinces et les territoires de relancer leur économie et aussi pour protéger la santé des Canadiens. Donc, même si ces fonds ont ciblé certains domaines touchés par la pandémie, il y avait aussi une certaine adaptabilité dans ce programme et les provinces et les territoires pouvaient utiliser ces fonds de la façon la plus appropriée pour leur contexte. Donc, comme j'ai dit auparavant, la pandémie a frappé les régions différentes du pays d'une façon différente. Donc, les zones très rurales ont une réponse différente par rapport aux zones urbanisées. Le gouvernement fédéral a aussi fourni un financement à travers un fonds pour le retour dans les salles de classe en bonne santé. Et ces fonds ont été fournis aux provinces pour atténuer le risque d'infection dans les écoles, pour les élèves et aussi pour les instituteurs. Et parce qu'il faut de l'argent pour faire face à la réalité de la COVID avec des distanciations sociales et des sur le nombre de personnes dans une classe. En avril, le gouvernement s'est engagé à continuer à soutenir les provinces et les territoires pendant la troisième vague de COVID. Cela a compris des allocations pour des individus et un financement pour des programmes tels que la formation. Nous nous sommes aussi engagés à continuer de travailler avec les provinces pour fournir un accès aux soins de santé virtuels et aussi aux soins de santé sur le long terme. Parce que cela a été un défi identifié pendant la pandémie. Et aussi la garde de l'enfant. Ça, c'était une mesure clé dans le budget fédéral parce que la pandémie a eu un impact inégal sur les femmes qui travaillent. Donc, la pandémie a révélé des lacunes dans nos politiques, surtout dans les soins pour les aînés et pour les enfants. Ce sont des domaines qui tombent normalement sous le contrôle des provinces. La coordination au niveau du budget fédéral va aider à améliorer la situation dans ces domaines. Donc, l'engagement entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires va continuer dans ces domaines de la politique sociale, même après la fin de la pandémie, j'en suis certaine. Avant la pandémie, les premiers ministres des provinces et des territoires se souciaient de la durabilité sur le long terme du système de la santé publique et des transferts fédéraux. Le Conseil de la Fédération avait demandé une augmentation de 35% des transferts pour la santé canadienne. C'est un transfert du gouvernement fédéral vers les provinces et les territoires. Et le Premier ministre s'est engagé à en discuter avec les premiers ministres des provinces, mais seulement après la fin de la crise actuelle. Au niveau des accords intergouvernementaux sur la politique, les provinces et les territoires sont très sensibles aux questions de juridiction et elles ne veulent pas toujours organiser des programmes qui pourraient compromettre ces juridictions, mais nous savons qu'il faut travailler ensemble pour combler ces lacunes identifiées par la pandémie. Donc, nous voulons faire cela, mais en même temps respecter les juridictions des entités différentes en question. En termes de la division fiscale entre les provinces et les territoires ont une autorité budgétaire importante. Les provinces génèrent 80% des revenus. Le Canada, c'est une des fédérations les plus décentralisées au niveau du budget. Donc, nous sommes en négociation sur les transferts fédéraux
et ces négociations sont en cours et vont nécessiter l'engagement à tous les niveaux du gouvernement. Le mécanisme existant de coordination des relations gouvernementales nous a permis pendant la pandémie de mobiliser cette coopération et ces forums de coopération. Donc, encore une fois, je veux mettre l'accent sur la coopération qui n'est pas la même chose que la centralisation et j'espère que la coopération va continuer même après la pandémie. Merci beaucoup, Madame Baird. Donc, du point de vue éthiopien, quel est le rôle des tendances fiscales dans la réponse à la pandémie du niveau fédéral? Merci beaucoup, Madame la professeure. J'aimerais mettre l'accent sur le fait que la COVID-19 a ralenti la croissance économique en Éthiopie. Encore une fois, nous voulons protéger les segments les plus vulnérables de la société. Donc, au niveau fédéral et au niveau régional, nous avons mis en place un filet de sauvetage social. Et l'initiative de notre Premier ministre qui s'appelle « Partageons notre repas journalier » a attiré l'attention de beaucoup de monde. Pour revenir à votre deuxième question, fondamentalement, je ne crois pas que la pandémie de la COVID a créé des conditions pour accélérer la décentralisation en Éthiopie. Et c'est là parce que chaque État régional a un cadre institutionnel fort pour lutter contre la COVID-19 et pour la prévention et pour la guérison. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de transfert de ressources du niveau fédéral au niveau régional. Par exemple, il y a eu des ressources financières extérieures que plusieurs bailleurs de fonds ont passé au gouvernement éthiopien, par exemple, des kits de tests de COVID-19. Et cet équipement a été transféré par le gouvernement fédéral. Ces intrants pour l'établissement des lieux de tests pour le COVID et aussi des endroits spécifiques de traitement ont été transférés aux États régionaux par le ministère de la Santé. De la même manière, la distribution d'un nombre limité de vaccins de COVID-19, à peu près 2,5 millions de vaccins, a suivi la même tendance en ce qui concerne les contacts avec les États régionaux. Donc, le fédéralisme a suivi les contextes de COVID en 2021. L'allocation annuelle du budget suit ses propres critères, prenant en considération la population, les besoins de financement pour de nouvelles infrastructures et la capacité potentielle de l'État pour capter des fonds. Les gouvernements, les bureaux régionaux de santé ont établi un budget important pour la COVID-19, puisque la COVID a affecté l'allouement de fonds d'autres secteurs de l'économie. Il y a des institutions fédérales situées de par le pays. Ce sont des institutions fédérales importantes. Je parle des universités, des établissements de défense et des projets nationaux qui reçoivent
un financement directement du ministère de Finances fédéral. Par conséquent, je dirais que, quoique il y ait eu une coordination pour les transferts de ressources du niveau fédéral aux États régionaux, je ne crois pas que la centralisation occupe un poids plus grand qu'auparavant en ce qui concerne les ressources. Je vous repasse la parole. À l'heure de voir le cas allemand, Monsieur Hoffmann, vous avez déjà mentionné que les Allemands préfèrent les solutions nationales au lieu des solutions faites sur mesure pour les régions. Mais on pourrait s'attendre à ce que les Länder aient eu une force accrue à cause de la pandémie. Qu'est-ce que vous diriez de transfert de pouvoir en ce qui concerne la question du fédéralisme? La déclaration a été de façon étonnante. Le fédéralisme fonctionne de façon parfaite et ces États allemands font un travail merveilleux et on voudrait avoir un fédéralisme accru, mais la question du détail, la question était clairement, enfin les résultats étaient clairement que les gens voudraient voir une plus grande implication du gouvernement fédéral dans l'éducation. Et en ce qui concerne les contenus et le financement de l'éducation, il devait y avoir un rôle plus accru du gouvernement fédéral. Donc, il y avait des gens qui disaient que les États devaient faire moins et le gouvernement fédéral plus. Donc, c'était une réponse bicéphale. Et les gens en Allemagne ne savent pas vraiment qui est responsable de quoi. Ils ont un sentiment général, mais qui ne correspond pas à ce que ils vont penser réellement vis-à-vis d'une question déterminée. Donc, il faut considérer chaque aspect de manière séparée et isolée. Et pour répondre à votre deuxième question, la distribution de fonds a fonctionné, mais seulement parce que le gouvernement fédéral s'est chargé des responsabilités qui autrement auraient été du ressort des États allemands. Par exemple, l'équipement de protection individuelle. Ceci a été payé par le gouvernement fédéral, ce qui a optimisé la fonctionnalité des États. Les États allemands ont traité la question de la santé comme une belle-mère. Lorsque tout fonctionne normalement, ça c'est très bien. Mais si une telle situation se produit lors d'une pandémie, vous pouvez vous réjouir d'avoir un système qui fonctionne et qui ne complique pas de façon excessive la situation. Donc, le gouvernement fédéral a dépensé beaucoup d'argent pour appuyer les États allemands et est venu à leur rescousse. Mais ça ne veut pas dire que le système soit cassé. Il faut voir la façon de continuer au-delà et avec un système d'aide, de rescousse qui n'était pas seulement un soutien monétaire, mais aussi à travers d'autres instruments, à travers la redistribution de la TVA
les États ont reçu 45% et les municipalités 2%, et ces proportions entre les gouvernements fédéraux et les États ont été renversées. Et en attendant, les États ont plus de 50% et le gouvernement fédéral moins de 15%, et ces marges ne seront plus changeables parce qu'il faut avoir l'approbation des États respectifs, et le gouvernement fédéral a dit est très clair sur le fait de ne jamais récupérer cet argent des États fédéral une fois alloué cet argent. Ça veut dire qu'on aura en fait le gouvernement fédéral qui dit qu'il doit fournir une aide accrue aux municipalités. Et un autre aspect que je voudrais évoquer, parce que je représente le seul pays membre de l'Union européenne, mais que l'Allemagne doit aussi payer des fonds et de l'aide aux autres pays de l'Union européenne au sein de l'Union européenne. Fonds auch finanzieren müssen. Denn das ist eine ganz wichtige Weichenstellung, möglicherweise in der Zukunft der Tenu par ces fonds. C'est une question très importante pour l'avenir de l'Union européenne, potentiellement. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, on a eu cette occasion d'obtenir des obligations pour ces fonds. Et certaines ont parlé de l'effet Hamilton au sein de l'Union européenne, qui est dérivé de l'homme politique Hamilton, qui a dit que les États peuvent avoir une dette. Évidemment, il a dit ça dans un autre contexte. Ce n'était pas la même situation pour la dette et pour la fiscalisation. Ce n'est pas la même chose en Allemagne. On n'a qu'un côté, c'est la dette. Certains disent que c'est un pas vers l'union fiscale de l'Union européenne. Et il y a des différentes évaluations de ces processus, mais c'est aussi une des leçons de la pandémie COVID. Et avec cela, je vous repasse la parole. Quelle est votre expérience, Monsieur Chakrabarty, en Inde, en ce qui concerne les tendances centralisatrices, et comment est-ce qu'on organise les transferts fiscaux? Je pense qu'il y a certaines questions importantes ici. Merci de cette question tellement importante. Lorsqu'il s'agit de la centralisation dans un système fédéraliste, la centralisation face à la décentralisation. Bon, il s'agit toujours de trouver le bon équilibre. Ce n'est pas toujours que la décentralisation est toujours mauvaise. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre la centralisation avec la décentralisation. Si on parle de continuer de l'avant, dans le rôle du rôle local du gouvernement fédéral et du gouvernement de l'État. Bon, en Inde, il y a 3 niveaux du gouvernement. Quand on parle de ressources, les ressources sont constitutionnellement définies. À moins qu'on modifie la Constitution, on ne peut pas centraliser ou décentraliser. Il y a un cadre constitutionnel qui limite les pouvoirs. Ces pouvoirs ne peuvent pas être modifiés à cause d'un événement, quelque sévère qu'il soit. Ceci dit, je pense qu'il y a 2 questions de la centralisation auxquelles il faut penser à l'avenir. La première, c'est les emprunts. Ce sont des ressources de revenus. Les revenus, ça sèche.
si on voit l'expérience de fournir un plus grand nombre de ressources au niveau local au cours des dernières 15 ou 16 mois, on a donné aux gouvernements locaux un plus grand pouvoir d'emprunter des fonds. Donc, c'est une question d'emprunt de la part des États parce que les ressources disponibles étaient allées à la baisse. Donc, il faut revoir la responsabilité fiscale et la gestion des budgets. Donc, jusqu'à maintenant, chaque État a un pouvoir d'emprunt fixé. Euh, on dit qu'on devrait élever la capacité d'emprunt des États à 4,5% du PIB. Et on parle d'une proportion de dette de 95% du PIB. Il faut allouer plus de ressources aux États et seulement les gouvernements fédéraux peuvent faire cela. Et ceci peut amener à une instabilité macroéconomique. Il y a un besoin de plus de ressources pour la pandémie. Donc, on traite cette question et il faut trouver le bon équilibre. Déjà, on a emprunté jusqu'à 2% du PIB. Ça, c'est une manière d'utiliser les espaces autonomes fiscaux des États. Mais quant à la décentralisation, quant à l'intervention centrale, je dirais que l'intervention centrale va avoir lieu dans certains domaines. Donc, si nous disons qu'il faut financer les systèmes de santé, et nous avons vu beaucoup d'interventions centrales dans le secteur de la santé. Donc, aujourd'hui, nous ne pensons pas que ces allocations vont être revues en baisse. Donc, dans le secteur de la santé, a vu beaucoup d'interventions centrales. Donc, est-ce que c'est la centralisation accrue ou est-ce que c'est l'équilibre approprié pendant un moment difficile? Ça dépend du contexte, bien sûr. Il y a aussi des discussions en cours autour de la restructuration du système pour le rendre plus efficace et pour nous focaliser sur quelques aspects qui sont importants au niveau national. Donc, cela va dépendre de quel type de fédéralisme nous souhaitons. Parce que déjà, presque un tiers des dépenses sont contrôlées au niveau des États fédérés. Donc, le rôle de la centralisation ici est limité. Mais les interventions du gouvernement central dans certains programmes centralisés, surtout dans le domaine de la santé, surtout pendant la pandémie, je pense que ça va continuer et cela va mener à une centralisation plus accrue. Merci beaucoup. Vous avez évoqué quelque chose de très important. Est-ce que nous parlons vraiment ici de la centralisation ou est-ce que c'est seulement une rééquilibration entre le niveau central et le niveau régional? Donc, nous avons déjà eu plusieurs questions du public. Donc, nous passons maintenant aux questions et aux réponses. Donc, j'aimerais donner la parole au public et nous avons hâte d'entendre vos commentaires. Donc, pour ceux qui assistent à cette réunion, vous pouvez utiliser la boîte de discussion sur Facebook ou sur YouTube pour saisir vos questions. Moi, j'ai déjà deux questions très intéressantes sur l'éducation pendant la pandémie. Voilà la première question. C'est une question pour Madame Baird. Il y a une personne qui a demandé « Les mécanismes intergouvernementaux canadiens sont très importants dans plusieurs contextes et on peut prendre beaucoup de leçons de l'expérience canadienne. Comment est-ce que le gouvernement fédéral a répondu à la pandémie dans le domaine de l'éducation et plus précisément, quel est le rôle de la conférence des premiers ministres des provinces dans l'harmonisation de la politique de l'éducation?
Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle Yes, thank you for the question. de coordination de ces réponses? Oui, merci beaucoup pour cette question. J'ai déjà parlé du soutien financier fourni par le gouvernement fédéral aux provinces et aux territoires par voie du Fonds pour un retour en bonne santé aux écoles. C'est de l'argent qui a été donné aux et aux territoires qui sont bien sûr responsables pour l'éducation. Et ce fonds a été censé financer le nettoyage supplémentaire, l'adaptation de l'environnement d'apprentissage. Donc, par exemple, beaucoup de régions ont passé à l'éducation à distance. Certaines provinces et certains territoires ont utilisé cet argent pour acheter des ordinateurs ou d'autres matériels informatiques pour aider les enseignants et les élèves à profiter de cet environnement d'apprentissage à distance. On a bien sûr parlé de l'adaptation du système d'éducation au niveau de cette conférence des premiers ministres des provinces et des territoires et aussi pendant les réunions des ministres et des sous-ministres. C'est bien sûr la responsabilité des provinces et des territoires, l'éducation. Donc, le gouvernement fédéral finance l'éducation, mais avec beaucoup de flexibilité pour les territoires et les provinces qui peuvent dépenser cet argent comme ils veulent. Et nous avons vu des stratégies différentes autour du pays. Il y avait certaines provinces qui ont préféré l'apprentissage à distance, qui ont gardé les écoles ouvertes, d'autres qui ont employé une stratégie hybride. Donc là, encore une fois, le gouvernement fédéral a joué un rôle de dernier secours en soutenant les provinces qui essayaient de gérer l'éducation pendant une pandémie. Mais c'était vraiment la responsabilité des provinces et des territoires de prendre des décisions sur comment ils allaient dépenser cet argent en fonction de la situation au sein de chaque système éducatif. Merci. Et est-ce que vous avez mené une évaluation de bonnes pratiques? Parce que dans ce contexte, le fédéralisme peut jouer le rôle laboratoire de bonnes pratiques, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous avez évalué l'efficacité de ces réponses diverses? Je ne suis pas consciente d'une évaluation pour le moment parce que nous sommes toujours en train de gérer la pandémie. Dans la province où moi j'habite, les élèves, l'éducation est pour la plupart toujours à distance. Mais je suis certaine que nous allons évaluer ces réponses et la différence entre les réponses à l'avenir. Merci. Nous avons une question semblable pour M. Hoffmann sur la situation de l'Allemagne. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Est-ce qu'il y a eu des désaccords entre le gouvernement fédéral et les États fédérés, les Länder, surtout sur l'éducation? Et comment est-ce que vous avez résolu ces différends? Est-ce que vous avez organisé une conférence des ministres de l'éducation de l'Allemagne? Oui, bien sûr, il y a eu des désaccords et des solutions proposées qui ont été différentes, avec des stratégies différentes. La situation que ma collègue a déjà décrite, c'est la même chose en Allemagne. Nous avons l'argent aux États fédérés pour acheter du matériel informatique tel que les ordinateurs et pour améliorer les connexions Internet à haut débit et pour renforcer la capacité technique. Donc, le gouvernement fédéral a financé les Länder pour faire cela, mais au cadre d'un système de cofinancement. Donc, l'argent n'a pas été dispersé si l'État fédéré ne pouvait pas ou ne voulait pas cofinancer ces efforts. Donc, c'est une forme de compensation du côté du gouvernement fédéral. Et ce système est en place, a été en place même avant la pandémie. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle exigence sur le financement fédéral de l'éducation. Les Länder peuvent décider leur programme scolaire et leur infrastructure éducative tout seuls,
Et sans aucun doute, les universités, les lycées, les collèges font face à des obstacles qui restent à éliminer. Et bien sûr, les ministres de l'Éducation des Länder demandent au ministre fédéral d'intervenir. Mais ces personnes veulent un blanc-seing, ils veulent seulement de l'argent qu'ils vont pouvoir dépenser comme ils veulent. Et ils veulent utiliser cet argent de façon ciblée, mais ils veulent avoir le contrôle complet sur ces dépenses. C'est une controverse typique que vous connaissez de votre contexte, vous aussi, quand il y a des États fédérés qui veulent du financement sans contrainte. Oui, merci beaucoup. Cette question des transferts fiscaux sans la centralisation, c'est une question pérenne. Voilà, nous avons une autre question pour M. Pinaki Chakraborty. C'est quoi votre avis sur la capacité des gouvernements locaux et la responsabilisation de ces gouvernements locaux? En Inde, les responsabilités fonctionnelles sont divisées entre 3 listes. La liste de l'Inde, la liste concrète et la liste des États fédérés, au sein de laquelle le gouvernement central et le gouvernement des États fédérés travaillent ensemble. Mais il n'y a pas de limite sur l'intervention de l'État central dans des questions étatiques. Donc, quant aux sources de revenus, presque 38% des revenus sont collectés par les États fédérés. Et le reste est collecté par le centre. Mais quand vous considérez les dépenses, c'est l'inverse. Presque 65% des ressources des impôts sont dépensés par les États fédérés. Donc, le système est assez décentralisé, avec plus de 2/3 du financement dédié aux États fédérés. Et bien sûr, il y a des interventions centrales dans certains secteurs, mais la structure fondamentale ne va pas évoluer, probablement, parce que cela nécessiterait une modification de la Constitution. Donc, la structure de base est très forte et ne va pas être perturbée par des événements de la pandémie. Mais si nous pensons à des interventions spécifiques, telles que des mesures de protection sociale, a besoin de plus de ressources pour mettre en place ces mesures de protection sociale. Et ces financements vont venir de l'État central avec un cofinancement des États fédérés. Et ça, c'est quelque chose que l'Inde a fait dans le passé dans certains secteurs pour financer des interventions spécifiques. Et ces interventions spécifiques par secteur vont peut-être continuer à l'avenir. Mais cela va être le cas seulement pour les dépenses qui ne font pas des dépenses régulières. Donc, en ce qui concerne les fondamentaux de l'économie, même si les revenus sont en baisse, des interventions spécifiques vont avoir besoin des financements spécifiques centraux. Oui, et quand nous faisons la comparaison entre l'expérience indienne et l'expérience éthiopienne, est-ce que vous voyez des points semblables, des différences, surtout au niveau local et surtout par rapport à la capacité fiscale des gouvernements locaux en Éthiopie? Monsieur Tolosa, à vous. Merci beaucoup. Oui, comme j'ai déjà dit, en Éthiopie, nous avons 2 niveaux de gouvernement, le niveau fédéral et le niveau régional, les États régionaux. Ces États fédérés régionaux travaillent avec le gouvernement fédéral et cette décentralisation physique et l'allocation des ressources est gérée par la fédération chaque année sur la base de certains critères
qui prennent en compte plusieurs questions, y compris la taille de l'État fédéré, le budget nécessaire pour mettre en place les infrastructures nécessaires et pour la livraison des services, et aussi la capacité de lever des fonds et de dépenser ces fonds dans le cadre d'un budget. Donc, quand il y a une crise naturelle ou artificielle, puisque nous sommes un pays en voie de développement, nous pourrions faire face à une situation où les régionaux demandent des ressources additionnelles du gouvernement fédéral. Et nous avons la commission de gestion de risque qui travaille avec les États régionaux quand il y a les catastrophes qui s'annoncent. Donc, dans le cadre de la COVID-19, comme j'ai déjà dit, puis a reçu un soutien externe sous forme de l'aide étrangère des pays. Et le gouvernement central, le gouvernement fédéral, a joué le rôle de transfert, a organisé les transferts de ces fonds vers les régions. Et c'était la responsabilité du ministère de la Santé. Et on a essayé de mobiliser d'autres ressources au niveau national, au niveau ministériel. Les ministres ont essayé d'organiser les ressources des sociétés privées et on a mobilisé des ressources considérables pour lutter contre la COVID-19 dans le cadre de ce système. Tout cela, tous ces fonds ont été mis dans le Trésor national avant d'être distribués aux États régionaux pour lutter contre la COVID-19. De cette manière, les ressources ont été transférées de façon centrale aux États régionaux pour restreindre et gérer la pandémie de COVID. Merci. Donc, il y a aussi une question qui est plus générale et qui est adressée à tous les intervenants sur les différences et priorités politiques, comment les différentes priorités politiques ont mené à des différents confinements et à d'autres restrictions. Là, il s'agit de différences entre les partis politiques ou les priorités différentes entre les gouvernements régionaux et fédéraux. Est-ce qu'il y a des tendances politiques que vous puissiez observer dans vos pays et aussi au Canada, Madame Beot? Oui, je pense qu'il est vrai qu'on a observé des approches différentes selon la partie du pays que vous observiez et selon le parti politique. Et à nouveau, je vois les niveaux provincial et territorial et aussi des différences d'idéologie. Je dirais qu'il y aura probablement un sentiment plus accentué sur les droits de l'individu à l'ouest du Canada qu'ailleurs et peut-être qu'on a observé une plus grande résistance aux mesures de santé publique qui ont été mises en œuvre dans certains endroits vis-à-vis d'autres. En ce qui concerne les différents gouvernements, un autre exemple pourrait être l'approche des frontières internationale. C'est une responsabilité fédérale. On a fermé nos frontières aux voyageurs, à exception faite des travailleurs essentiels ou pour d'autres raisons spécifiques. Mais on a vu au niveau des premiers ministres, il y a eu certaines juridictions, certains premiers qui ont
parlait en faveur d'une rouverture plus rapide des frontières pour des raisons économiques. D'autres pays du pays qui avaient été plus durement frappés par la pandémie étaient plutôt motivés par des questions de santé publique et non économiques. Donc, ceci s'alignait sur des points de vue partisans et on a vu émerger ces points de vue différents dans les discussions intergouvernementales. Monsieur Hoffmann, en Allemagne, quelle était l'expérience en Allemagne? Your micro, please. Votre micro, s'il vous plaît. Entschuldigung, die Unterschiede zwischen den Ländern, je nachdem, welche Les différences entre les États allemands suivant les partis au pouvoir, mais en fait, les différences n'étaient pas si grandes, évidemment. Il y a des approches sociodémocrates et des approches chrétiennes démocrates vis-à-vis de la pandémie. Et on observe des différences en ce qui concerne les approches. Un parti veut qu'il y ait une intervention du gouvernement plus accrue, d'autres veulent une approche fiscale avec l'allocation des fonds, d'où proviennent les fonds, est-ce qu'on soutient l'économie ou est-ce qu'on soutient les citoyens? Mais de façon étonnante, ces différences n'ont pas été tellement signifiantes. C'était plutôt des différences personnelles entre les responsables de la prise de décision dans les différents landes. Ces responsables de la prise de décision ont fait des erreurs et il y a eu une vague qui a une augmentation du nombre des cas et ils ont fait des erreurs. Et certains politiciens se sont excusés publiquement après coup. Il est normal que les gens fassent des erreurs pourvu qu'il n'y ait pas de problème structurel. Il n'y a pas eu de diversité structurelle qui se sont présentées. C'était plutôt une question d'erreurs individuelles. Merci. C'est donc une question de la qualité des élites, des classes élites politiques. Et si l'augmentation exponentielle de la courbe a été sous-estimée en Inde, il y a eu un confinement national pendant la première vague et peu à peu, elle s'est rouverte alors que les cas ont diminué. La deuxième vague s'est présentée au mois d'avril. Je pense que le confinement qu'on a eu était très différent. Il y a eu des micro-confinements qui se poursuivent dans plusieurs parties du pays, y compris là où j'habite, mais il n'y a pas eu de confinement national. Je pense qu'il y a cette question de la santé publique qui est la plus importante pour n'importe quel gouvernement à l'heure d'une pandémie. Mais lorsqu'on parle de questions de moyens de subsistance, si on examine les États de l'Inde et leur contribution au PIB de l'Inde, cet État apporte pratiquement 50% du PIB indien. Et ce sont des grandes villes et il y a des grandes villes situées dans ces États. Donc, lorsqu'on parle de confinements nationaux, il y a eu un débat sur si on devait le faire ou ne pas le faire. Mais la question, c'est que dans cette deuxième vague, avec le micro-confinement, ces villes ont été fermées et elles sont toujours fermées. Ce débat se poursuit. Mais si on voit
l'avenir, il faut vraiment empêcher une troisième vague. Ce qui est le plus important, c'est la vaccination des gens, étant donné que notre PIB euh, s'est réduit de façon spectaculaire. Et dans le dernier trimestre, il y a eu des contractions dans la croissance du PIB. Donc, un autre confinement à l'avenir peut ne pas être la solution. Il y a un débat qui parfois ne prend pas en considération le fait qu'il y a un coût énorme d'un confinement. Le plus important est d'assurer la vaccination rapide pour garantir que la diffusion du virus soit contrôlée. Merci. Je pense qu'une pandémie est aussi un événement perturbateur. Jusqu'à quel point la pandémie a encouragé la modernisation. Est-ce qu'on peut concevoir la pandémie comme une opportunité pour moderniser certains secteurs de la société? Est-ce qu'il y a déjà des signes observables dans vos pays? Est-ce que c'est aussi une occasion et c'est l'idée fondamentale lorsqu'on examine ce qu'on espère sera la fin de la pandémie. Et micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse d'allumer votre micro? Je ne me suis pas mise en sourdine. C'est un mécanisme auto-enclenchant. Oui, on veut la modernisation. J'espère que ça sera le cas parce que, évidemment, la numérisation n'est pas à éviter, mais ça exige la collaboration à plusieurs niveaux du système fédéral. Et on a besoin d'être plus rapide, meilleur, plus flexible. Il faut pouvoir collaborer avec des citoyens. Il y a une appli d'avertissement de coronavirus. C'est un bon exemple de la modernisation. Il y a quelques États de par le monde qui ont des fonctions de traçage et sur leur appli en Allemagne, c'est plutôt à la défensive. On respecte notre règlement d'intimité de la personne. Certaines ont exagéré tellement qu'on a priorisé la protection des données au-dessus de la protection de la santé. C'est à discuter à l'avenir. Deuxièmement, on a la question de la production des vaccins. Ici, je serais ravi de diriger une question à mes collègues. Quelle sera la situation dans vos États fédérés? Est-ce que, en ce qui concerne les droits de patente, si on n'ouvre pas ces droits de patente, est-ce qu'on va enlever quelques-unes des restrictions? En Allemagne, la loi sur les patentes respecte les détenteurs du copyright, des droits d'auteur. La propriété intellectuelle est fortement protégée. Mais néanmoins, il n'est pas nécessaire de leur accorder une priorité sans borne. Il pourrait y avoir des dérogations pour permettre une accélération de la production. Ça serait très positif pour notre population et montrerait une solidarité avec les autres pour la production des vaccins. En Inde, c'est aussi peut-être un problème. Est-ce que vous pourrez nous expliquer comment on évalue ça et comment est-ce que vous faites face à cette question de production des vaccins et aussi de la modernisation en ce qui concerne
l'utilisation à la fin de la pandémie? You also, Oui, s'il vous plaît, le micro, s'il vous plaît. Allumez le micro, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Il y a des modes de participation numérique qui s'approchent de nous. Une manière très commune de faire face à la mobilité. Bon, ben, la mobilité par Internet a des bénéfices en ce qui concerne les coûts et l'efficacité. Mais si on voit les secteurs où la numérisation est possible, elle a lieu. Mais si on parle de la numérisation globalement, surtout dans les marchés émergents, dans la plupart des cas, ce sont des économies avec un excédent de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de travailleurs peu formés. Et il faut comprendre l'inégalité que cela peut injecter au système. Il faut faire attention donc à ne pas remplacer et il faut obtenir le bon équilibre en ce qui concerne la numérisation à l'avenir. Ça va aider, mais il y a un impact. La numérisation peut augmenter l'inégalité de revenus, par exemple l'accès à l'éducation pour les enfants. La façon numérique d'accéder aux classes est un problème. La deuxième question que je voudrais souligner lorsqu'on parle de la numérisation et on parle, vous savez, du secteur service. Je pense qu'il y a certains endroits qu'on ne peut pas être numérisé. Par exemple, une prison, ce sont des secteurs qui sont affectés. Il y a des indicateurs qui sont qui bénéficient et d'autres qui ne le sont, qui ne le sont pas. Il est l'heure de faire de recherche, de travailler sur les politiques, de voir comment la dernière année a eu un impact sur certains secteurs et ont altéré la façon de faire le travail à travers la numérisation. Il faut le comprendre. Il faut comprendre comment on a géré notre économie et comment cette gestion a impacté sur plusieurs secteurs. Au Canada, est-ce que vous essayez aussi de répondre à cette question de comment établir un équilibre entre la vie privée et la santé publique? Est-ce que vous avez un débat semblable au Canada comme on a en Allemagne? Oui, bien sûr, les données personnelles de santé, ce sont la propriété des provinces et des territoires. Mais bien sûr, nous avons des accords de partage des informations entre les de gouvernement. Comme beaucoup d'autres pays, le Canada essaye d'établir un certificat de vaccination qui serait établi au niveau fédéral pour garantir la reconnaissance internationale des voyageurs qui ont été vaccinés. Mais bien sûr, les données sur l'état de vaccination et la propriété du niveau des provinces. Donc, en général, est-ce que la pandémie va engendrer des changements? Oui, bien sûr. Au Canada, nous avons vu que dans des régions reculées, rurales de notre pays, on a besoin des soins de santé à distance, virtuels, pour complémenter les dispensaires en personne et
quand il y avait tout le monde qui travaillait à distance, qui allait à l'école à distance, cela a mis une très grande pression sur notre infrastructure de réseau Internet. Vaccines production, I mean, it became quite apparent. Et that, au niveau de la production des vaccins, il a été évident que nous n'avions pas un secteur de fabrication des vaccins robuste. Nous avons dû acheter les vaccins à l'étranger. Donc, nous allons aussi étudier la possibilité de renforcer cette capacité. Donc, voilà, il y avait plusieurs éléments qui ont été surlignés par la pandémie. Nous allons continuer de Ethiopia travailler is sur ces questions-là. discussion already going on about how to Et en modernize. Éthiopie, vous avez une conversation semblable sur la modernisation de certains secteurs tels que la santé publique ou l'éducation après la pandémie. Est-ce que la pandémie va aussi être une locomotive de modernisation dans votre pays aussi? Merci beaucoup pour votre question. Je suis désolé, mais ma connexion a If you été allow, coupée the temporairement. Donc, je vais répondre à vos deux related to the lockdown, questions. Tout d'abord, la question sur les priorités politiques et sur le confinement. La COVID-19 eruption was when we look for Ethiopian election in May 2020. a rapporté les élections Which the éthiopiennes. government had to actually postpone the election by about 1 year. Donc, le gouvernement a dû rapporter les élections par un an. Et la réponse des partis politiques n'ont pas été égales à cette décision. Donc, le parti au pouvoir a décidé de rapporter les élections. Ça, c'est un aspect. En ce qui concerne le confinement, étant donné notre situation économique, surtout dans les régions urbaines où plus de 50% de la population habite, la pandémie a eu un impact considérable sur les vies des individus. Le confinement complet n'a pas été possible. Donc, nous avons décidé de mettre en place des confinements partiels et de fermer les universités, etc. Mais le gouvernement n'a pas décidé de déclarer un confinement total. En ce qui concerne l'éducation, oui, la COVID-19 a créé des opportunités, surtout quand on pense à comment nous allons pouvoir continuer les classes interactives en utilisant la technologie. Dans beaucoup de villes, on a essayé, dans les établissements scolaires publics et privés, d'utiliser les réseaux sociaux pour continuer l'éducation, pour garantir la continuité de l'éducation. Cela a été une innovation dans notre contexte. Et deuxièmement, en ce qui concerne le secteur de la santé, la COVID-19 a créé aussi des opportunités pour le gouvernement de repenser sa réponse à une crise semblable à l'avenir. Donc, cela nous a mené à renforcer nos capacités et à renforcer le secteur de la santé. Donc, pour nous, la COVID-19 a créé aussi des opportunités dans certains secteurs de l'économie. Comme je l'ai dit, beaucoup d'établissements scolaires ont utilisé l'éducation sur Internet quand les cours en présentiel n'ont pas été possibles. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tolosa. Je vois que nous n'avons plus de questions du public. C'est difficile de clore le débat parce que nos modèles de fédéralisme sont si différents. Mais quand même, j'ai repéré certains points en commun. Le premier est que la pandémie n'a pas changé
But there will la structure de base du fédéralisme dans vos pays, mais que vous allez voir des ajustements structurels à l'avenir. Le deuxième point en commun est que nous n'observons pas de tendance de centralisation, mais la pandémie a federal units and entities intensifié la coordination entre le niveau fédéral et les entités sous-nationales dans vos pays. Et troisièmement, structure, but le fédéralisme n'est pas parfait comme structure gouvernementale, mais il permet la coordination des réponses et permet aussi l'adaptation des réponses aux spécificités de chaque région. at the Quand on level fait face à une pandémie et on essaye of the districts and the regions. d'éviter la propagation du virus au niveau de chaque ville, de chaque district, de chaque État. Donc, je vais clore la séance avec un commentaire positif. J'espère que nous allons voir certaines améliorations. Nous allons voir une certaine modernisation là où la pandémie a découvert des insuffisances. Donc, la pandémie est peut-être une opportunité pour augmenter l'efficacité à l'avenir et en même temps d'assurer la solidité des structures démocratiques qui sont nécessaires pour la préservation de la démocratie dans nos pays. Donc, un grand merci à tous nos panélistes pour vos contributions et pour vos commentaires qui nous ont Thoughts with permis de partager in the nos, room. nos pensées avec Thank le you so public. much, and also thanks to the audience for attention, for comments. Un grand merci aussi au public pour vos questions et pour vos commentaires. Et le Forum des fédérations invite tous les assistants à cette And so we really appreciate réunion de remplir une enquête sur l'événement. Nous apprécierons beaucoup votre participation à cette enquête. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans les commentaires sur YouTube et aussi sur Facebook. Donc, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Mais avant de le faire, je redonne la parole à Rupak Chattopadhyay, le président du Forum des fédérations, pour un court discours de clôture. Merci Sabine d'avoir modéré cette discussion en panel. Et merci aussi aux panélistes d'avoir été ici engagés avec la discussion. Et merci aussi pour ces questions vraiment difficiles qui sont venues du public. Nous avons eu presque 90 personnes qui ont suivi cet événement en live et je suis certain que dans les jours à venir, nous aurons des centaines de personnes qui vont assister ou qui vont visionner l'enregistrement de cet événement. Je sais que c'est un moment très occupé de l'année. of managing intergovernmental relations. Surtout, M. Hoffman, countries. So thank you very vous much êtes en for taking the time de gérer des relations entre les différents niveaux de gouvernement dans votre pays. Donc, merci to be beaucoup with us today. I really d'avoir accordé un peu de votre temps. J'apprécie beaucoup votre présence. I know it's Pinaki, c'est toujours un plaisir de vous voir. Et je sais qu'il est déjà très tard le soir, là, à Delhi. Donc, encore une fois, merci d'avoir été ici avec nous. Monsieur Tolosa, merci beaucoup pour votre présence. Je sais que c'était un peu en dernière minute qu'on vous a demandé de participer à cette réunion. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Je pense que le public a beaucoup apprécié and I agree largely with vos points de vue différents et je suis tout à fait d'accord avec les conclusions de Sabine que le tissu du fédéralisme ne va pas I changer, found very mais que nous allons observer in each of these un ajustement. Pour moi, il est vraiment frappant le niveau d'intensité de coopération, d'interaction. Ce n'est pas toujours la coopération, mais l'interaction entre les différents niveaux de gouvernement. Vous nous avez parlé des réunions extraordinaires des ministres dans chacun de vos pays. Et surtout en Inde, il y avait des structures qui se sont réunies à plusieurs reprises qui ne s'étaient pas réunies depuis 30 ans. C'est peut-être la même chose en Éthiopie. Donc, un grand merci encore une fois à tous nos panélistes. the event here. Et I look forward to being in touch with all of you in due course. Thank you again. hâte d'être en contact avec vous toutes et tous Recording bientôt. stopped. Merci. Merci encore une fois.